Allez, je monte parce que le micro est court. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais évidemment vous dire le plaisir que j'ai à partager un moment avec vous ce soir pour cette 7e édition, je crois, des Mardinov. Et saluer cette initiative qui est venue au départ du pôle numérique, de Ronalé, de l'écoparc Convaltin et bien sûr du département de la Drôme. Au début, il y avait peu de monde, et là, vous êtes de plus en plus nombreux. La salle sera bientôt trop petite. Je voudrais associer à ma prise de parole et leur demander de me rejoindre donc Nathalie Elmer, qui est la nouvelle présidente du pôle numérique, et Laurent Monet, qui est le nouveau président de Rovaltin, puisqu'on est sur ce site. Rappelez que ces Mardinov existent depuis 3 ans au rythme de 2 soirées par an. À chaque édition, il y a évidemment diverses interventions qui viennent présenter les talents de nos entrepreneurs locaux, qu'ils soient indépendants dans une entreprise où il n'y a qu'une personne, ou dans de grosses entreprises plus connues au travers du monde. On aura les 2 cas ce soir, donc c'est important de le souligner. Le sud de Rhône-Alpes, notre territoire, a de très nombreux trésors. Moi, je dois avouer, j'ai longtemps été valentinois, et depuis mars dernier, où je suis en charge de l'économie, j'ai dû visiter une bonne quarantaine d'entreprises dans tout le département, parfois dans des endroits très reculés, et qui sont pour autant porteurs d'innovations exceptionnelles. Bon, on pense tout le temps à McPhee, à la Motte Franjas par exemple, qui est une entreprise incroyable, et qui travaille sur le stockage de l'hydrogène. D'ailleurs, on aura une station prochainement sur l'Aglo à la fin de l'année 2015 expérimentale, et puis une beaucoup plus grosse à la fin de 2017. Cette soirée, elle permet évidemment de mettre en valeur les pépites de l'économie locale, de valoriser les efforts en recherche et développement des entreprises de notre territoire. Donc bien entendu, c'est une opération qui va se poursuivre, et je veux remercier l'ensemble des acteurs qui permettent que nous participions à ces Mardinov. Je les ai cités, et remercier aussi les techniciens de ces structures qui se mobilisent pour que nous fassions une soirée de découverte et de partage sur l'économie locale. Je vous présente donc Nathalie Elmer qui m'a rejoint, qui est ici, qui est la présidente du pôle numérique, ça me paraît important que vous la connaissiez, et puis Laurent Monet qui est le nouveau président de Rovaltin. Ils sont en fonction depuis 2 mois ou 3 mois, enfin juste avant l'été, et donc à votre disposition sur les sujets numériques et sur les sujets de ce territoire de Rovaltin qui est appelé à évoluer, qui évolue en permanence. Je voudrais également saluer les représentants des clusters numériques Ronalé et Numelink qui ont fusionné. Donc c'était je crois que c'était juste avant l'été. J'avais eu le plaisir de m'entretenir avec eux. Rappelez que le numérique, c'est on peut avoir 2 regards sur le numérique. Il y a un regard parfois inquiétant. C'est un bouleversement encore aujourd'hui pour certaines entreprises, alors qu'on l'a plutôt complètement agréé dans nos entreprises, dans nos administrations. On est complètement intégré. On n'a plus de doute sur le numérique, mais il reste quand même des entreprises qui ont des difficultés par rapport au numérique. Et puis on peut aussi regarder le numérique comme une opportunité extraordinaire, un potentiel incroyable qui s'illustre une nouvelle fois avec ce soir 5 entreprises qui vont présenter leurs projets qui sont tous liés à l'économie numérique. Ces 5 entreprises, je veux les citer et en donner des contours très rapides parce que je ne vais pas les présenter à leur place, c'est eux qui le feront mieux que moi. L'entreprise Véritable qui est installée à domicile en Ardèche, donc avec un effectif de 3 personnes. C'est ce qu'on m'a noté. Xerox qui est situé à Guirand-Grange avec un effectif de plus de 300 personnes. Enfin bon, ça comprend diverses choses et tout à l'heure vous en direz plus que moi. Vous serez plus efficace sur la présentation et on va parler de système de paiement universel via les smartphones dans les transports publics. J'ai eu cette présentation avant l'été et elle sera testée sur le réseau de transport. Elle est peut-être déjà en cours d'essai. Donc si vous prenez les transports en commun, si vous prenez Citéa, vous pouvez déjà tester ce système de paiement via le smartphone. Et j'espère qu'on pourra l'installer aussi pour les parcs-mètres bientôt. Ça facilitera la vie à tout le monde. La 3e entreprise, c'est Entre autres, qui est implantée à Cré, qui est spécialisée dans le design et qui présente leur projet de création de mobilier personnalisé grâce à l'impression 3D. Ce projet s'appelle Unique. La 4e entreprise, c'est Icar Développement, qui est une entreprise qui a son siège sur l'écoparc de Rovaltin, qui est spécialisée dans le conseil en stratégie énergétique. Et vous allez dévoiler un logiciel qui s'appelle Simicare, simulation du cycle de consommation, production, stockage d'énergie pour un bâtiment ou un ensemble de bâtiments. On a d'ailleurs inauguré un bâtiment
à énergie positive sur le site de Rovaltin il y a une dizaine de jours, et je crois que les porteurs de projets, j'en ai aperçu au moins un qui est présent ce soir et que je salue. La 5e entreprise, ce sera Open Striato, qui est installée à Cré avec une personne. C'est un ingénieur informatique qui a développé une interface physique en partenariat avec le 8 Fab Lab de Cré, que je suis allé visiter aussi, pour permettre aux personnes dépendantes d'accéder au numérique. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Puisqu'on parle de numérique, il y a aussi le film d'animation qui se construit sur le numérique, et ce soir c'est la première de Phantom Boy, le nouveau film des studios Folimage. Je dois aller à l'avant-première, donc je vais passer quelques minutes avec vous et ensuite je vais les rejoindre. C'est extrêmement lié, et on sait à quel point ça bénéficie à notre économie locale. Ce sont plus de 300 personnes qui travaillent à la cartoucherie aujourd'hui. Il y a 20 ans, personne ne l'aurait imaginé, et l'agglomération Valence-Romans-Sud-Rhône-Alpes a investi très lourdement sur ce site. En ce moment, nous faisons la 2e phase avec 3,5 millions d'euros pour agrandir les espaces, et il y a une 3e phase qui est prévue avec encore 3 millions d'euros d'investissement pour créer des studios. Et il faut vous dire que chaque fois que nous créons des espaces, ils sont immédiatement occupés, immédiatement loués. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé voir les studios sur place. Par exemple, Timto, parce que Folimage est plus dans un mode artisanal, mais Timto, quand vous rentrez, il y a une pièce qui doit faire 2 fois cette longueur. Vous avez 80 personnes derrière des PC en train de travailler à la construction de films d'animation. C'est juste extraordinaire. Le numérique, c'est aussi ça. Voilà, bonne soirée à toutes et à tous. De venir démarrer la soirée avec une présentation. Bonsoir à tous, donc Tony Campillo de l'entreprise Véritable. Et moi je vais vous parler ce soir du potager. Donc le potager, c'est une inépuisable source de plaisir, avec des fruits et légumes frais, de la nourriture saine, des saveurs incomparables, et puis surtout la fierté de faire tout ça soi-même. Mais le potager, je me disais en haut. Le potager, c'est aussi l'obligation d'avoir un jardin, beaucoup de temps et du savoir-faire. Et donc on trouvait injuste avec mon associé Nicolas Géin, qui n'est pas là ce soir malheureusement, qu'il faille ces choses-là pour avoir accès à un potager. Et donc lui-même est ingénieur en électronique, il est spécialisé dans l'éclairage LED, et moi je suis docteur en biologie. Et on s'est dit qu'il fallait faire un potager d'intérieur autonome. Et c'est le potager d'intérieur véritable. Donc qui a pour but de donner aux citadins, ou redonner pour certains, le plaisir de savourer des fruits et légumes frais, des herbes aromatiques et, comme certains l'ont vu, même des fleurs comestibles. Donc l'idée, c'est que vous cultiviez vous-même, que vous puissiez récolter à maturité, sans y consacrer de temps, toute l'année, pour des saveurs incomparables. Et la magie, c'est que ce soit dans votre potager, dans votre cuisine. Alors, comment est-ce que c'est possible? Certains ont déjà vu le prototype, je vous invite à y aller si vous ne l'avez pas encore vu ensuite. Le potager est équipé de 2 mâts avec des LED, un éclairage LED qui a été optimisé pour la croissance des plantes. Donc il n'y a pas du tout besoin de lumière extérieure. Les plantes poussent toutes seules, même si vous mettez votre potager dans le noir. Le potager gère également l'eau et les nutriments. Il suffit juste de remplir le réservoir d'eau et ensuite le potager distribue l'eau aux besoins. Il gère la consommation électrique, il sera équipé de capteurs. Donc si jamais vous le placez près d'une fenêtre, si vous avez la chance d'avoir une fenêtre versant sud, le potager va détecter l'apport de lumière et donc réduire l'intensité des LED, tout ça pour une meilleure économie d'énergie. Et puis, nous fournissons des substrats et graines biologiques issus de l'agriculture biologique, bien évidemment, toujours dans une idée d'empreinte écologique la plus faible possible. En plus de cette technologie, nous avons travaillé pour avoir de l'ergonomie et du plaisir. On a pensé à vous, consommateurs. Donc le potager est assez petit, donc on en réduit malgré sa forte production. On a un design plutôt élégant qui puisse aller dans toutes les cuisines. On a réfléchi à la plantation et à la récolte. Ça se plante en un seul geste via des consommables. Encore une fois, sans pesticides ni OGM. Dans votre cuisine, vous n'avez pas besoin de lutter contre des fourmis, des escargots ou autres maladies. Et puis, on s'engage sur une récolte d'au moins 6 mois. C'est-à-dire qu'une fois que nos plantes ont germé,
vous êtes capable de récolter pendant 6 mois. Et en plus de ça, ce potager sera connecté via une application mobile au téléphone et tablette, donc ce qui permettra à l'utilisateur d'avoir un calendrier de plantation et de récolte, donc il sera prévenu lorsqu'il faudra récolter, mais il sera aussi prévenu lorsqu'il faudra planter avec anticipation pour ne pas attendre un cycle complet de croissance des plantes. Et puis bien sûr, l'application mobile permettra d'avoir accès à des conseils d'entretien et accès à toute la communauté de ce qu'on appelle, entre guillemets, les paysans d'appartement. Donc ça, c'est notre ambition, c'est-à-dire de supporter l'agriculture urbaine, qui pour nous est une orientation qui est prometteuse et pleine de sens. Tout ça pour consommer avec une empreinte écologique la plus faible possible, et puis surtout, de se faire plaisir en consommant et partageant des produits frais et sains avec ses proches. Voilà, donc d'ici une petite quinzaine de jours, nous allons lancer un financement participatif sur Internet. Ce qui va, donc le principe, en fait, c'est que des internautes font des dons en échange de potagers, du coup, à prix intéressant, à prix bien réduit, en échange de quoi ils devront être patients et attendre que les potagers soient industrialisés. Ce qui nous permet, en fait, d'avoir une avance de trésorerie et donc de lancer l'industrialisation. Donc voilà, si je vous ai mis en appétit avec le potager véritable, n'hésitez pas à aller sur notre site véritable-potager.fr et à participer à cette campagne. Pour finir, je voudrais remercier nos sponsors et partenaires, sans qui rien de tout ça ne serait possible. Et puis je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne soirée. Donc le potager, on aimerait fixer un prix magasin en mars de 120 €. Et du coup, sur la plateforme de financement participatif, vous aurez accès à, je suppose, moins 30%, moins 40%. Il faut qu'on affûte un petit peu nos coûts. Mais... On va sûrement aller sur Kickstarter, la plateforme. Peut-être 2-3 questions de la salle, si vous avez des suscité un petit peu d'intérêt, une interrogation. Est-ce qu'il va y avoir plusieurs tailles? Plusieurs tailles de potager? Alors pour l'instant, ça c'est la première version, mais bien sûr on aimerait continuer ensuite et faire d'autres versions et donner accès à des légumes racines comme des carottes, des radis, des navets, puis des mini-légumes, des tomates cerises, des mini-poivrons, bien sûr on pense à tout ça. Pour l'instant on lance un premier produit et voilà, il faut commencer par quelque chose. Absolument. Donc, après le financement participatif, vous aurez toujours accès à notre boutique en ligne sur notre site internet. Donc, vous pourrez acheter par ce biais-là. Pour l'instant, vous faites pousser quoi? Alors, pour l'instant, on fait surtout pousser des herbes aromatiques à cause du format du potager. Donc, ciboulette, aneth, thym, persil, verveine. On a un catalogue qui s'élargit de plus en plus avec des plantes plutôt fondamentales que tout le monde consomme, puis des choses un peu plus exotiques, un peu plus oubliées. Donc vous pourrez être surpris en regardant notre catalogue. Alors combien de kilos combien de grammes on peut? Moi je sais combien de grammes je récolte, c'est pas très parlant en fait. Parce que vous ne savez pas vraiment, quand vous coupez, vous faites un pesto, combien de grammes de basilic vous avez besoin. On parle plus. Oui. De toute façon, on s'engage à une bonne récolte chaque semaine. Parce que, en fait, comme il y a de la surface sur le potager, vous pouvez couper un côté, nourrir, et puis le lendemain, couper l'autre côté, et puis ça pousse assez vite. Ça c'est difficile, il faudrait que vous me disiez combien vous consommez de basilic par semaine dans votre famille et je vous répondrai combien de plants il faudrait mettre. C'est un peu difficile en fait de savoir combien il faut. C'est suffisant pour une famille de 4 personnes. Si vous faites un pesto par semaine, à moins que vous soyez vraiment fan de pesto. Donc le fait qu'il y ait un éclairage artificiel, est-ce que les périodes de cueillette sont décalées par rapport aux périodes de cueillette
naturel. Non, parce qu'on respecte le cycle jour-nuit. Donc il y a un minuteur qui éteint les LED la nuit automatiquement. Et en fait, ça pousse comme dans un potager extérieur en bonnes conditions. Si ce n'est que vous n'avez pas de pathogènes, pas de grêle. Ça ne pousse pas l'hiver? Si, ça pousse l'hiver, puisque les cuisines sont tempérées. Il fait toujours 20 degrés dans les cuisines, plus ou moins. Peut-être un peu plus, mais ça pousse très bien l'hiver. Et est-ce qu'on peut utiliser son propre compost si on en fait sur son balcon? Alors, normalement non, puisque nous vendons des consommables, en fait, avec les graines et avec le terreau. Après, si vous avez envie de bricoler, de mettre votre compost, vos graines, on n'ira pas vous en empêcher. Vous voyez comment dans 5 ans? On se voit comme un des leaders de l'agriculture urbaine et vraiment développer... parce qu'en fait, l'agriculture urbaine se développe beaucoup sur les toits, mais très peu dans les appartements, en fait, pour l'instant. Donc nous, on veut vraiment être le leader de l'agriculture d'intérieur, chez les particuliers. Si vous avez d'autres questions, M. Campillo sera à votre disposition à la fin des présentations. On limite un peu parce qu'il faut que tout le monde passe. Donc je vais demander à M. Daya de la société Xerox Business Solutions de venir nous présenter son innovation. Donc, bonsoir. Donc, si Tony vous a mis en appétit, j'ai bien peur que je vous coupe l'appétit, puisque je vais vous parler de paiement, donc de paiement et de solutions de paiement pour le transport public. Donc, tout d'abord, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Jean-Charles Zaya, je travaille pour la société Xerox Business Solutions France. L'entreprise est implantée donc, à Guéret-en-Grange, en Ardèche. Elle existe depuis à peu près 40-45 ans, en tout cas dans l'activité transport public et l'activité biétique pour le transport public. Elle a été connue par le passé au travers d'autres noms comme ACS, comme Ascom, d'autres l'ont connue au travers du nom de Monetel, et précédemment également Cruiser. Donc ce soir, on va lancer donc la présentation. Non, je ne saurais pas en parler. Alors comment est née cette innovation? Alors elle est née d'une idée qui était la suivante. Donc on s'est dit, si demain nous devions créer une start-up et venir concurrencer Xerox nous-mêmes, qu'est-ce qu'on créerait? Qu'est-ce qu'on ferait en partant de zéro? Et donc la première chose qu'on s'est dit au travers du cahier des charges, on s'est dit, on va faire une application à travers des smartphones pour le transport public. La deuxième, on s'est dit qu'il faudrait que cette application mobile soit à couverture mondiale, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas limitée par des normes dans le pays, par des normes dans le continent, et que ce soit les mêmes normes un peu partout. Ensuite, on s'est dit, ce serait bien que ce soit une application qui soit universelle, c'est-à-dire que je puisse payer et utiliser des transports de la même façon à Valence qu'à Paris, qu'à Londres ou qu'à New York, exactement de la même façon. Et dernier point, cerise sur le gâteau, on s'est dit, ce serait quand même bien aussi pour nos donneurs d'ordre, donc que sont les transporteurs, la RATP, VRD par exemple, ce serait bien que ce soit une solution à bas coût. Alors, je voudrais d'abord rappeler comment ça fonctionne aujourd'hui. Donc aujourd'hui, lorsque vous voulez voyager, vous voulez utiliser des transports, la première chose à faire, c'est d'acheter un titre de transport. Dans la région, ça s'appelle la carte Oura ou des tickets Oura. Donc vous allez devant un automate, vous achetez le titre de transport, vous montez à bord d'un bus et puis vous validez. Donc c'est relativement simple quand c'est dans votre ville, puisque vous savez quel bus prendre, où est-ce qu'il se trouve, quel est celui qui va m'amener à destination. Ça commence à se compliquer lorsque vous êtes dans une autre ville. Vous allez à Marseille, là le réseau et le fonctionnement, les paiements sont totalement différents. On achète les titres de transport uniquement au travers d'automates de transport, vous faites la queue, vous ne savez pas du tout quel est le type de transport que vous devez acheter, parce que les règles, ce qu'on appelle des règles tarifaires sont différentes, donc ça se complexifie. Et lorsque vous allez à l'étranger, alors là ça devient très très compliqué, parce que vous ne connaissez absolument pas le réseau, donc les choses se compliquent. Donc vous avez donc des cartes, dites cartes NFC, vous avez des cartes, vous pouvez utiliser aussi des cartes bancaires, c'est un petit peu plus rare, et puis vous pouvez utiliser, parfois, c'est assez rare, donc des téléphones
qui se comporte comme une carte. Mais ça nécessite toujours l'utilisation de ce qu'on appelle, ce que vous voyez là, un terminal et des automates pour acheter les titres de transport. Donc notre idée était la suivante. On s'est dit, bien, l'intelligence, plutôt que de l'avoir sur le terminal, on va la mettre sur le téléphone. Et la carte bancaire ou carte de transport, eh bien, on va la mettre sous forme de tag, et ce tag, on va l'installer à bord des bus. Donc c'est tout simplement, voilà, donc ce tag renforcé, un peu durci, c'est cet appareil-là, et en plus, il est sans connectique. C'est-à-dire que je l'installe, je le fixe, il n'y a aucune connectique, contrairement donc aux terminaux. Donc c'est quelque chose qui est très très simple à installer et relativement peu coûteux. Alors comment ça fonctionne tout ça? Donc pour le réseau de transport, donc une société comme VRD, comme la RATP ou d'autres, donc la première chose, je vais déployer donc ces tags, je vais installer ces tags très simplement à bord des bus. Vous voyez un exemple, c'est le réseau de Valence. Et je fais sans câblage. Deuxième partie, c'est l'usager. Alors comment ça fonctionne? La première fois, pour l'usager, je vais télécharger l'application qui est gratuite et je vais venir me déclarer, parce qu'à un moment donné, il va quand même falloir payer. Donc je m'enregistre et je le fais qu'une seule fois. Ensuite, une fois que je monte à bord, je présente le téléphone, je ne vais pas le faire parce que je n'arrive pas. Je dois activer l'application. Donc à bord, je présente tout simplement le téléphone et je viens consommer le voyage. La transaction est alors transmise par le téléphone vers un serveur, un peu sous le même principe que les autoroutes. Lorsque vous passez devant un portique, vous validez lorsque vous passez devant, et puis ensuite la transaction est transmise à un serveur bancaire. Et l'une grosse innovation, elle réside sur le point D, c'est-à-dire que non seulement les transactions sont sécurisées, entre le téléphone, le tag et le serveur, mais elles sont de toute façon transmises quoi qu'il arrive. Parce que vous avez besoin du réseau téléphonique, mais même si vous n'êtes pas sous couverture, de toute façon la transaction sera transmise au serveur bancaire. C'est-à-dire, je monte à bord, je valide, et pourtant je ne suis pas sous couverture, la transaction de toute façon ira toujours au serveur et vous serez facturé. Donc on reçoit en fin de période, et là il est à déterminer avec le transporteur, donc ça va être en fin de semaine, en fin de mois, donc la facture, un peu sur le même principe que les péages autoroutiers. Et puis un autre point, c'est qu'avec cette application, vous avez ce qu'on appelle un trip planner ou un calcul d'itinéraire, c'est-à-dire que lorsque je voyage par exemple à l'étranger, j'arrive à l'aéroport, j'ai déjà téléchargé l'application, je viens me connecter pour savoir quel bus, quel train je vais prendre, combien je vais payer. Donc tout ceci figure déjà dans l'application. Et ça va vous aider à voyager. Cette application, en fait, on l'appelle Xerox Seamless. Je voulais vous en parler tout à l'heure. Seamless, ça veut dire sans contrainte. Donc l'idée, c'était vraiment de voyager sans contrainte et de manière universelle. Parce que ce qu'on fait là, on va pouvoir l'utiliser simplement en ayant installé ce tag à Londres, à Paris, à Lyon, dans un bus, et vous allez lorsque vous allez devant ce tag, voyager de la même façon, vous n'avez rien à faire à partir du moment où vous avez déjà chargé l'application. Alors, notre business model, puisque nous, initialement, nous fournissons des automates de paiement. On fournit aussi des terminaux de validation. Donc c'est un petit peu fou d'inventer cette solution-là, puisque ça tue notre modèle. Alors comment on va fonctionner, comment on va se rémunérer? Donc tout d'abord, vous l'avez compris, c'est une application qui est à couverture mondiale. Donc ce qu'on veut faire, c'est avoir un serveur chez nous à Valence et fournir à nos clients une solution clé en main. Donc on va fournir l'infrastructure, l'administration des serveurs, l'exploitation des réseaux. On va facturer les usagers, on va assurer toute la partie recouvrement, le centre d'appel, parce que vous avez un problème, il faut appeler quelqu'un. Donc on va le faire, que ce soit en France, que ce soit à l'étranger, dans toutes les langues, avec toutes les problématiques de couverture horaire, de plage horaire, donc les problèmes de langue. Et donc on va se rémunérer comment? Sous forme de service, parce que je fournis les solutions, je fournis le personnel, et je me rémunère au travers d'un pourcentage des transactions qui ont été effectuées. Donc on change totalement de modèle. Le bénéfice pour les transporteurs, pour eux, on a une attractivité de nouveaux usagers. Parce que clairement, le fait de faciliter ce mode de transport, ce mode de voyager, vous allez attirer des personnes qui ont un téléphone et qui, plutôt que de prendre le taxi, avec cette application, vont simplement se présenter devant le tag et voyager très très simplement. L'autre aspect, c'est qu'il n'y a pas d'investissement. Donc sur ce point-là, on a aussi atteint notre objectif. Donc pas d'investissement pour nos transporteurs.
Réduction des coûts d'exploitation. Pour vous donner un ordre de grandeur, lorsque un réseau de 100 véhicules, ça représente à peu près un investissement de 2 millions d'euros. Donc cet investissement, c'est nous qui le faisons, donc ça rémunère sous forme de pourcentage. Et ensuite, vous avez des coûts d'exploitation à travers des cartes de transport, comme vous le voyez précédemment, mais là, il n'y a plus de carte. Donc pour le transporteur, c'est simplement le paiement d'un fil. L'autre aspect, c'est qu'il n'y a pas de gestion de cash. Donc en France, c'est relativement simple, mais vous avez des pays sur lesquels c'est très très complexe de gérer, de venir collecter l'argent dans les automates, de venir collecter l'argent dans les agences. Donc il y a tous ces aspects de sécurité, vous les avez plus. Je terminerai avec un point. Donc on a lancé ce concept technologique cette année et nous avons démarré avec l'aide de Valence Roman Déplacement, et je remercie Mme Perrard, la présidente du réseau. Je remercie également M. Daragon de nous avoir aidé à démarrer ce pilote ici. Donc, on a une couverture internationale, mais malgré tout, il était important qu'on puisse réaliser un pilote à proximité. Et nous l'avons réalisé, il a démarré en septembre 2015, on a à peu près 150 utilisateurs, ce sont des étudiants, donc ils viennent tout simplement valider à bord des bus, et ça se terminera en 2016. Notre idée, c'est de commercialiser le produit courant 2016, et même si nous sommes spécialistes dans le domaine du transport public, malgré tout, on pense qu'on a d'autres applications pour ce type de technologie et de solutions. Par exemple, payer les taxis. De la même façon, vous n'avez pas sortir de cash, vous avez un taxi qui se tag, voilà, vous taguez, c'est très simple. Les parkings, tout à l'heure M. Daragon parlait, le transport à la demande. Transport à la demande pour des passagers à mobilité réduite, par exemple, ce sont des petites camionnettes. Vous ne pouvez pas, en tant que transporteur, fournir un terminal. Ça coûte trop cher. Là, vous installez simplement un tag. Les musées, le bike sharing, etc. Donc voilà d'autres idées. Et voilà. Donc je vous remercie. J'ai dépassé mes 5 minutes largement. Donc c'est votre pays à voir. Voilà, merci. Vous avez des questions? Oui, si on est contrôlé, le contrôleur peut vérifier le type si on a effectué le... Exactement. Alors, comment ça fonctionne quand vous êtes contrôlé? Donc, le contrôleur, alors vous avez deux façons de faire. Dans le téléphone, dans l'application, vous avez également un barcode qui va s'afficher. Donc, je le présente au contrôleur qui lui a soit une touchette, soit, tout simplement, le même téléphone NFC. Et il vient le mettre contre mon téléphone et les informations sont échangées. Donc le contrôle est effectué à ce moment-là. Comment vous faites pour la sécurisation des données utilisateurs? Sécurisation des données utilisateurs. Donc les données utilisateurs, donc comme par exemple, c'est ça le bancaire, c'est par rapport à cet aspect-là. Et le bancaire, c'est le fait aussi que sur un App Store, on peut télécharger sur plusieurs smartphones la même application avec les mêmes codes de données. Et avoir plusieurs personnes en même temps qui utilisent la même application. Donc, alors, je ne vais pas développer les modèles de sécurisation. Alors, le premier, sur l'aspect, souvent, il y a des questions au travers du côté bancaire. En fait, il n'y a pas de transaction bancaire. Au moment où je viens télécharger l'application et me déclarer, on va avoir un numéro d'identification qui va être unique, avec des clés diversifiées ou des choses comme ça, qui vont ensuite être partagées, que ce soit avec le tag ou avec le serveur. Et donc, dans ces dialogues, avec certains modèles que je ne peux pas développer, donc vous allez assurer cette sécurisation. En gros, le niveau de sécurité qu'on va avoir, c'est le même niveau de sécurité, de sécurisation, que ce que vous avez avec des cartes de transport, ni plus ni moins. Parce que, in fine, on n'est pas en train d'acheter ou de consommer quelque chose à plusieurs centaines d'euros, on est en train de consommer un voyage. Une autre question, l'utilisateur lambda, pour un téléphone qui fait payer, n'importe où, c'est un bon bouton. Comment pour vérifier que les données sont bonnes et que ce soit la bonne carte de solidité et que j'ai votre argent derrière? Alors, ouais, je n'ai pas tout entendu, je suis désolé. Alors, je vais parler de toi. Vous avez un utilisateur qui prend un téléphone qui fait payer, n'importe lequel. Je paye avec un téléphone, je paye dans une grande ville. Il crée un compte bidon, et derrière, il ne met pas ces informations de paiement. Dans les transports en commun, il n'y a pas d'activation de données, donc il ne va pas appeler le terminal pour vérifier que c'est bon. Comment vous faites? Donc, le compte bidon, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on vient, au moment où vous allez vous activer, vous allez déclarer un compte. D'accord? On
Donc à ce moment-là, vous allez fournir un certain nombre d'éléments bancaires. Voilà. Sur la base de RIB, donc soit vous l'auto-déclarez sur le téléphone, soit vous venez en agence, soit vous venez également au travers du site web. Donc de toute façon, cette information, vous allez devoir la donner. Voilà. Par contre, elle ne circulera plus, ce sera simplement un numéro d'identification. Est-ce que vous pouvez gérer le temps et la distance? Donc, par exemple, avec un ticket, on pouvait faire 1 heure de transport, vous pouvez gérer, ou alors avec un ticket, il faut plusieurs tickets parce que la distance est plus ou moins longue. Tout à fait. Alors, donc ce type d'utilisation de règles tarifaires, donc vous avez des règles tarifaires qui sont, en anglais ça s'appelle flat fare, c'est la même un peu partout, et puis vous en avez d'autres, c'est par tronçon, donc elles dépendent. Donc, et pour ça, il va falloir avoir la position. D'accord. Mais cette position, on a fait le choix de ne pas la prendre dans le téléphone. Donc ça n'est pas le téléphone qui va vous donner la position. C'est un autre élément pour qu'on sache jusqu'où vous avez, où est-ce que vous êtes monté. D'accord. Comment vous protégez vos utilisateurs de toutes les données de transport? C'est toujours l'utilisateur. C'est toutes les données de transport que vous enregistrez. Parce que derrière, vous ne les revendez pas. Alors bon, donc on va avoir une certaine charte au travers de ça. Ouais. Alors tous ces aspects-là, justement, ce sont des aspects sur lesquels on va devoir travailler, parce que ce n'est pas le mode habituel de travail. Donc ce modèle-là, on va y travailler. Alors, donc, je ne saurais pas vous répondre pour l'instant. Vous dites que ça fait des utilisateurs à la route, par contre, les gros dans la smart. Donc effectivement, donc sur certains tronçons, on pourrait ne pas nécessairement avoir l'information. Alors, donc là, vous avez sur ce type de réseau, c'est ce qu'on appelle le check-in, check-out. D'accord. Vous êtes obligé, sur une carte, c'est la même chose, sur une carte de transport, lorsque vous allez sortir, vous allez devoir à nouveau valider. Et donc, comme vous avez le positionnement que j'expliquais tout à l'heure à travers un autre artifice, vous saurez que vous avez fait le check-out à cet endroit. Et ça ne changera rien par rapport au fonctionnement actuel de ce qu'on appelle le check-in. Ensuite, vous avez d'autres possibilités. Quand vous êtes vous avez plusieurs zones. En France, qu'est-ce qui se passe? Vous allez présenter la carte, vous allez dire je vais voyager sur 3 zones. Là, de la même façon, vous allez présenter, vous avez l'application qui suit, on dit je vais voyager sur 3 zones. Si je suis contrôlé et que je suis sur la 4e zone, je vais payer une amende de la même façon qu'aujourd'hui. Ça ne va pas changer le mode de fonctionnement, c'est le mode de paiement qui change totalement. Donc on va retrouver les mêmes avantages, contraintes que quand vous utilisez une carte. Par contre, vous allez pouvoir le faire n'importe où de la même façon. On va passer à la mission suivante, sachant qu'il y a chaque entreprise a un petit stand pour répondre à vos questions supplémentaires. Merci. Bonsoir à tous. Donc moi je m'appelle Bertrand Vinolous, je suis designer et je vais vous parler du projet Profil, qui est un projet qui tourne autour de l'aménagement de l'intérieur. Simplement pour donner un peu le contexte, j'ai créé le studio entre autres il y a 4 ans autour de 2 activités, donc le studio design et une activité d'édition d'objets, c'est-à-dire qu'on conçoit et qu'on commercialise nous-mêmes nos projets. Et plus récemment, j'ai participé à la création du 8 Fab Lab, donc situé à Cré, qui est également partenaire du projet. Tout ça pour dire que je navigue, disons, dans un environnement assez favorable à l'émergence de nouvelles idées, de nouveaux schémas et d'innovation. Donc je vais rentrer un peu plus dans le détail. Le point de départ de ce projet, c'est il y a 3 entrées en fait. Il y a tout d'abord le fait qu'on vit souvent en ville dans des petits espaces, des espaces restreints, et on a des besoins d'aménagement, de rangement. Donc ça, c'est un besoin que tout le monde a. Ensuite, sur notre rapport à l'objet est, je pense, en train d'évoluer, c'est-à-dire qu'on a moins d'objets, mais par contre, ce sont des objets qui sont plus précieux. Je fais une très grande généralité, mais c'est un sentiment que j'ai, c'est-à-dire qu'on se définit plus à travers les objets qu'on possède. Je pense notamment aux smartphones, aux accessoires de mode qui définissent vraiment les personnalités. Et la troisième entrée, c'est que
là le lien avec le Fab Lab il est direct, c'est que l'offre en termes de fabrication personnelle est assez pauvre, c'est-à-dire que les fichiers qu'on peut trouver sur le net pour les fabriquer soi-même sont souvent assez disparates, assez peu qualitatifs. Bon, voilà, c'est le constat que j'ai pu faire, et d'où l'idée de proposer un projet qui combine tout ça. Donc ça s'appelle Profil, et ça permet de fixer les objets, de se créer son profil matériel en fait, donc de sélectionner les objets que l'on préfère, donc les objets du quotidien, et de les fixer au mur grâce à un système de barres de bois et de modules réalisés pour le coup en impression 3D. C'est un système qui est à la fois astucieux et ludique, et ça permet aussi de valoriser les objets qu'on va mettre. On va voir que c'est plutôt fonctionnel. J'ai une petite vidéo pour vous présenter le principe d'installation. Donc comme je le disais, au niveau mécanique, c'est hyper basique, et je le revendique, hein, ça fait partie des caractéristiques du produit. Simplement, il fallait avoir l'idée. Et du coup, c'est sur ces barres de bois qui sont fixées à l'aide de vis, on va venir glisser des petits modules qui ont chacun une fonction. Donc ces petits modules, on les a conçus de manière à accueillir tantôt une tablette, tantôt une petite étagère, évidemment des accessoires de mode, une veste, des lunettes. Et tout cet ensemble, cette installation est très évolutive, parce qu'on peut retirer des modules, en rajouter d'autres, et on peut ainsi personnaliser à loisir son installation. Donc l'apport de l'impression 3D sur ce projet, elle est évidente, parce qu'on va pouvoir faire une grande déclinaison d'objets, et on va pouvoir éventuellement les personnaliser. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, on a ce modèle qui est bientôt disponible, c'est-à-dire qu'on va sur notre site web sélectionner les modules que l'on souhaite. On va pouvoir éventuellement choisir la couleur et surtout la fonction. Et après, il y a deux scénarios. Soit on ne veut rien faire et on veut simplement acheter le produit. Dans ce cas-là, on passe une commande comme sur n'importe quel site web. Soit on est un peu motivé et on va aller mettre les pieds au Fab Lab pour réaliser les modules soi-même. Parce qu'en fait, il se trouve que les barres en bois sont des barres standards, volontairement. Donc on peut très facilement choisir de réaliser son projet soi-même. Vous l'avez vu au niveau de l'installation, c'est très très simple. Et ce sur quoi on est en train de travailler en parallèle, c'est une interface qui permettra de paramétrer chaque module pour l'adapter vraiment, pour le coup, à son besoin. On va pouvoir modifier les dimensions de manière très simple, avec 3 curseurs, pour augmenter la profondeur, la hauteur, l'inclinaison, et vraiment, pour le coup, adapter le module à son propre projet, à son propre aménagement. Donc c'est un projet qui est en développement, évidemment. Il y aura dans un premier temps cette première offre disponible sur le site dès le mois de novembre, avec une famille de modules standards. En parallèle, on développe l'application web, et pour le coup, je lance un peu un appel parce qu'on cherche des partenaires sur la partie programmation, c'est pas notre spécialité. Et dans un troisième temps, une fois que tout ça sera en place, on va nourrir et agrandir cette famille de connecteurs, car le principe, on l'a expérimenté sur une quinzaine de fonctions, mais on peut le décliner bien au-delà pour vraiment accrocher ce que l'on veut sur le mur, parce que pour le coup, c'est le principe de ce produit. Je vous remercie de votre attention. Si vous voulez voir des exemples, après j'ai ramené des prototypes. Est-ce que vous avez des petites questions sur ce projet? On peut accrocher des objets relativement lourds, disons qu'un gros manteau d'hiver, ça tient sans problème. Oui. C'est relativement costaud. On peut aussi dimensionner les pièces pour une application en particulier. Je pense notamment aux petites étagères. Là, on a pu se rendre compte qu'au niveau de la solidité, il va falloir créer comme une petite équerre, mais au niveau de la résistance du matériau, il n'y a aucun problème pour poser des objets lourds. C'est un projet qui est facilement copiable, ne vous inquiétez pas. C'est une bonne question, parce qu'on a vu que dans notre schéma, on peut se le fabriquer soi-même.
Alors, dans un premier temps, la première famille d'objets, on va donner les fichiers pour inciter les gens à justement s'approprier le produit et aussi pour les inciter à aller dans les Fab Labs parce que nous, ça nous plaît. Et là où on va monter notre business model, c'est que je pense qu'il y a 95% des gens, voire 99% des gens, qui n'iront pas dans le Fab Lab pour fabriquer leurs produits, par contre qui seront intéressés par le concept et qui l'achèteront directement chez nous. Donc là, évidemment, c'est là qu'on va gagner de l'argent. À terme, je pense qu'on pourrait avoir une offre de fichiers qu'on pourrait vendre s'ils sont personnalisés. Donc, si on arrive à développer cette application web, du moment où la pièce est personnalisée, on a peu d'intérêt à la copier et donc on peut se permettre de la vendre. Pour un jeu qui voit l'avantage du design par rapport à une étagère, vous avez offert une montre, et quels sont les désavantages comparés à une étagère classique avec le tour de l'étagère et au-delà du design? L'avantage par rapport à une étagère, c'est que c'est un produit qui est quand même complètement différent dans la structure. On sort de ce qu'on connaît en fait. C'est des étagères et des designs d'étagères, il y en a des centaines, voire des milliers si on navigue un peu sur les sites internet. J'ai pas vu de système similaire au nôtre aujourd'hui qui a l'avantage d'être beaucoup plus porté sur le produit qu'on va poser. C'est-à-dire qu'on fait quand même une sélection des produits et je pense qu'ils sont mieux valorisés que sur une étagère. Et pour le coup, une étagère, on ne peut pas s'en servir pour accrocher des vêtements. Là, on est un peu universel, disons, dans le système d'aménagement et de rangement. Est-ce que vous avez prévu d'autres rails pour avoir de choix? Et est-ce que vous avez prévu des objets, c'est-à-dire des petits canards, des petites fleurs, pour faire des décos? Des petits canards, on n'en a pas prévu, non. Je suis désolé. Par contre, en termes de matériaux, c'est vrai qu'on peut aller plus loin. Nous, on a expérimenté ce projet sur... on aime bien le bois dans les produits qu'on vend, donc on a choisi de mettre des barres de bois. On peut très bien imaginer le même système avec des barres de métal pour avoir un système avec un autre style, tout simplement, une autre identité graphique. Après, mais votre question elle est quand même intéressante parce que dans l'idée qu'il y a au fond, on aimerait que les gens puissent même proposer eux-mêmes des idées de modules et les partager sur une plateforme. Mais bon, aujourd'hui on en est encore un peu loin, mais il y a l'idée évidemment d'impliquer les usagers dans la conception de leurs produits et dans la réalisation aussi. Merci. Merci. Donc on va passer à la société Icar Développement qui va présenter son projet. Bonsoir à tous. Donc on va attendre que la présentation arrive. Parfait. Donc je suis Patrick Berruet, directeur de projet d'Icar Développement. Pour vous situer, donc Icar Développement, c'est une entreprise qui a été créée par 6 entrepreneurs locaux du bâtiment et des travaux publics, représentés ce soir par Stéphane Bellamy et Sébastien Vignal, dont le but est de concevoir, de construire et d'exploiter des bâtiments performants en énergie, type bâtiment à énergie positive. Donc, plus spécifiquement ce soir, on va... je vois qu'il y a d'ailleurs la présentation qui est un peu sautée, c'est pas grave. On va parler du logiciel Simicar, il a disparu derrière le bâtiment, qui a été créé par Icar Développement avec le soutien, avec le concours même de Jean Beretta, chef de projet informatique, le concours de l'ELISA et avec le soutien de la BPI. C'est pas un logiciel qui a été fait pour être revendu, c'est un logiciel qui a été fait pour venir appuyer le métier d'Icar Développement et notamment au-delà des opérations de construction, c'est le fait de vouloir s'engager sur les performances énergétiques des bâtiments que nous construisons. Donc pour pouvoir s'engager, il faut être sûr de son fait et il faut s'appuyer sur des éléments tangibles. Et Icar s'appuie sur 2 jambes, une qui est le bâtiment à énergie positive auquel M. Daragon faisait référence plutôt dans la soirée, qui est le bâtiment Octogone, que nous avons donc conçu, construit et qui est actuellement occupé par de gentils locataires, dont M. Bertrand Lazare, l'entreprise Eneco, un bâtiment que nous monitorons et qui nous permet de valider à la fois nos hypothèses de conception et nos méthodes de construction et de privée énergétique. Et la deuxième jambe d'Icar Développement, c'est ce logiciel, donc qui va venir mettre en relation
le bâtiment, des éléments de production d'énergie renouvelable, donc là on a représenté le photovoltaïque et l'éolien qui sont les moyens les plus courants, des moyens de stockage d'énergie et également des éléments de prospection tels que l'évolution du coût de l'énergie. Comment ça se passe? Donc il y a une phase de saisie où on vient renseigner intégralement toute la partie. Donc ici on a mis en exemple une courbe correspondant à une courbe de production éolienne. Idem pour des panneaux photovoltaïques, on vient renseigner les types, les orientations, tout ce qu'il faut de façon précise. On vient caractériser le profil énergétique du bâtiment à l'aide d'une simulation thermique dynamique. Et ensuite, si le projet s'y prête, on peut également discuter donc de stockage d'énergie, qui est sûrement quelque chose d'un peu prospectif à l'heure actuelle, mais qui pourra peut-être, et même sûrement, s'étudier avec un peu plus d'acuité et d'envie dans les prochaines années, voire les prochains semestres, en fonction de l'évolution du coût de l'énergie. Donc en tout cas, quand ce moment sera là, on sera prêt à l'étudier. Le logiciel donc vient mettre en rapport tous ces éléments, nous permet également de choisir différentes stratégies de consommation d'électricité. Est-ce qu'on choisit d'autoconsommer le courant qui est par exemple produit par les panneaux photovoltaïques, ou est-ce qu'on choisit de revendre l'intégralité de la production à EDF? On peut choisir également différents scénarios concernant le climat, donc en fonction des résultats de la COP21. Est-ce qu'il y aura 2 degrés de température en plus dans 20 ans? Est-ce que ce ne sera pas le cas? À défaut de le savoir, on peut simuler différentes possibilités. Et ensuite, donc, on vient renseigner également des paramètres, ce qu'on appelle prospectifs, qui nous permettent de faire également des hypothèses, mais des hypothèses assises et sérieuses sur les évolutions à la fois du coût de la revente de l'énergie, mais aussi de l'achat à ERDF. On sait tous malheureusement que le coût de l'énergie entre la construction de l'EPR, la réfaction des centrales existantes et le rattrapage qui a déjà un peu de retard, le coût de l'énergie risque donc d'augmenter régulièrement dans les années qui viennent. On fait également des hypothèses sur le coût des technologies dans 15-20 ans, puisque dans 15 ans, il faudra peut-être remplacer les onduleurs du photovoltaïque, dans 30 ans, il faudra peut-être changer les panneaux, et à ce moment-là, quel sera le coût de ces technologies? Sûrement inférieur, on fait des hypothèses. Les résultats donc sont de plusieurs catégories, des résultats économiques, quel est le coût réel du kilowattheure? Est-ce que c'est intéressant pour ce projet-là d'envisager d'implémenter des énergies renouvelables? Est-ce que c'est intéressant d'autoconsommer? Est-ce qu'il vaut mieux revendre? Et également des paramètres énergétiques. Est-ce qu'un éventuel objectif de bâtiment énergie positif est atteint? Est-ce qu'on peut être autonome? Quel pourcentage d'autonomie énergétique on atteint? Et le logiciel donc, génère des courbes sur un bar horaire qui nous permet, en phase conception, de bien valider en effet les systèmes qu'on a prévus, l'isolation des parois, l'orientation des panneaux photovoltaïques, mais qui nous permettra aussi, en phase d'exploitation du bâtiment, une fois que le bâtiment sera terminé, de valider avec le client que les objectifs énergétiques du bâtiment sont bien atteints. Merci beaucoup pour votre attention. Ce logiciel est utilisé uniquement par ICA ou demain tu le vends ou tu le loues à d'autres utilisateurs qui veulent monter et créer des bâtiments autonomes en énergie? N'y pense même pas. Alors pour l'instant, voilà, c'est le fruit d'un développement local, à l'image d'ICAR. C'est une partie de notre plus-value intellectuelle, dirons-nous. Et pour l'instant, c'est vraiment un outil qui nous est propre et qu'on continue aussi à développer en fonction des projets qu'on rencontre, à l'usage. C'est vraiment aujourd'hui un produit qui est dédié à ICAR Développement, pour l'instant. Est-ce que vous avez enregistré cet outil sur le programme de la COP21? COP21, on peut faire référencer sur les outils qui viennent dans le sens du test des CO2, tout ça, donc comme ça a un impact aussi, ça serait une belle cohérence que ça soit référencé. Alors il est vrai qu'on a été sensibilisé récemment à toutes les possibilités de la COP21, donc c'est pas une démarche qu'on a encore réalisée. Et ça paraît dès demain matin 8h. Je lui mets, faut dépêcher. Alors aujourd'hui, les solutions de stockage qui sont sur l'étagère, dirons-nous, c'est majoritairement par rapport à des usages de bâtiments, immeubles de bureaux, on va dire classiques, des batteries lithium-ion, donc notamment des batteries, on a entendu parler de Tesla, il y a aussi Saft. D'ailleurs à ce propos, une entreprise
l'entreprise Eneco va venir déployer sur Octogone une matrice ART lithium-ion qui va nous permettre aussi de calibrer le logiciel par rapport au stockage, qui est un sujet qui est encore peu connu en France. Le logiciel est-il indépendant des évolutions technologiques? Alors, le logiciel est fortement dépendant des évolutions technologiques et est tout à fait capable d'évoluer en fonction de l'évolution des technologies. Ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses qui sont écrites en dur dans le logiciel, tout est paramétrable, ce qui nous permet, en fonction des nouvelles générations de pompes à chaleur, d'isolants, de panneaux photovoltaïques, d'être réactif et d'être tout de suite au réel. Voilà. Merci bien. Merci. Et je vous propose de terminer avec la présentation d'Open Triato, qui est plus une innovation d'usage qu'une innovation technique. Mais je vais laisser M. Der présenter cette innovation. Bonsoir à tous, encore 5 minutes, puis après on vous lâche. Donc moi je vais vous présenter ce qu'on appelle le User Innovation, c'est-à-dire que c'est une innovation que j'ai créée pour moi-même. Et au fur et à mesure de son développement, je me suis aperçu qu'elle pouvait être transposée à d'autres personnes et à d'autres domaines. Donc moi je suis papa d'une petite fille handicapée mentale de 14 ans, et donc qui dépend de moi pour toutes ses activités. Donc moi j'ai voulu lui donner un peu d'autonomie pour au moins ses vidéos, ses musiques, comme toutes les ados aujourd'hui. Donc la solution évidente, la première, les tablettes, bien sûr, il y en a partout, c'est facile d'accès, il suffit de toucher l'écran. Donc, va pour la tablette, et voilà comment ça se passe, donc réaliser sans traquage. C'est ma fille ici qui essaye de relancer une vidéo YouTube, et vous voyez qu'elle n'arrive pas à comprendre qu'il faut appuyer sur le triangle du milieu pour lancer la vidéo. On est à ce niveau-là de handicap, donc elle n'y arrive pas. Elle a des gestes maladroits, elle va voir qu'il y a des petites images à côté pour lancer d'autres vidéos, mais elle va passer un petit peu à côté. Par contre, elle a vu le petit bouton on-off qui est à côté et elle va appuyer et là c'est fini. Donc ma fille n'a plus accès à rien, elle a besoin de moi. Donc comment ça se passe aujourd'hui avec elle? Oups, pardon. Je peux appuyer du bon côté. C'est ma fille qui est handicapée, c'est pas moi. Donc on communique par image et par picto. Alors tous les parents d'enfants qui ne parlent pas utilisent ces pictos pour communiquer. C'est une sorte de pseudo-standard. Donc il y a des pictos pour la famille, il y a des pictos pour les verbes. À gauche, vous avez des pictos pour toutes les étapes pour se laver les mains. Donc vous voyez, il faut tout bien décomposer parce qu'il y a des problèmes cognitifs. À droite, vous avez les cartes de ma fille. Donc il y a sa grand-mère, il y a ses vidéos, un verre d'eau, un verre de menthe. Et donc on échange ces pictos pour communiquer. Donc d'un côté, j'ai des pictos qui sont en code que ma fille connaît bien, puisqu'on utilise ça depuis des années, et de l'autre côté, j'ai une tablette qui n'a rien à voir avec les pictos. Donc l'innovation, c'est de faire communiquer les deux. C'est-à-dire qu'on va utiliser ces pictos en interface tangible, c'est-à-dire que ces pictos du monde réel vont avoir une action dans le monde virtuel pour ma fille. Donc sur la carte, on va coller un badge NFC. Pourquoi NFC? Parce que c'est une technologie éprouvée, facile à mettre en œuvre, je dirais. Côté tablette, on va communiquer en Bluetooth Smart, qui équipe aujourd'hui la plupart des tablettes. Donc entre les deux, il va falloir un boîtier. Donc ce boîtier, il va être créé avec la technologie Arduino, qui est une technologie open source. Donc ce projet est en partie open source. Vous trouverez sur Internet tous les plans et tous les softs pour le réaliser. Donc avec la technologie Arduino, j'ai pu trouver des composants électroniques et des bibliothèques logicielles pour lire des badges RFID et NFC. J'ai pu trouver tout ce qu'il faut aussi pour communiquer avec la tablette. Donc il suffisait, entre guillemets, d'assembler tout ça dans un petit boîtier, faire un petit peu de programmation dans ce boîtier, beaucoup de programmation côté tablette quand même, c'était pas évident. Donc après j'ai passé un peu de temps au but de Fab Lab. Alors pourquoi Fab Lab? Parce que le Fab Lab c'est fait pour ça, tout simplement. Pour réaliser un projet Arduino, il n'y a rien de mieux qu'un Fab Lab pour y trouver le bon environnement, enfin tout ce qu'il faut là-bas. Donc voilà le résultat. Donc là ma fille va lancer un dessin animé directement sans toucher l'écran. Ici elle va se balader dans une playlist de plusieurs dessins animés jusqu'à ce qu'elle va trouver celui qui l'intéresse. Voilà, donc ça c'est Garfield, c'est la fête. On peut brancher ça sur un grand écran à la maison, pas obligé de regarder ça que sur des petits écrans.
Et ça marche sans pile en Bluetooth. Donc c'est-à-dire qu'en partant de la tablette, le boîtier et les badges, je peux amener Julie chez des amis, je peux amener Julie dans la voiture, je peux amener Julie n'importe où. Elle part avec son petit monde numérique qui va l'accompagner donc partout où elle aura besoin. Donc le projet il est là aujourd'hui. Il marche dans mon salon, ma fille est très contente, on s'en sert tous les jours. La suite de ce projet, donc on a pensé faire une association Fab Lab toujours pour aider les gens à fabriquer les cartes, parce qu'il y a quand même quelques contraintes sur les cartes. On est dans un public handicapé, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. L'idée c'est de créer une communauté d'utilisateurs localement sur la Drôme pour voilà, que le projet soit bien installé, qu'il y ait des retours utilisateurs, qu'il y ait des évolutions des applications avec ces cartes-là. Ensuite, pour la diffusion du boîtier, donc il y a la fabrication du boîtier, donc ça c'est aujourd'hui mon plus gros problème, parce que je ne suis pas électronicien. Donc là je suis finalement en réflexion de savoir comment faire pour fabriquer ce boîtier, parce que l'aspect open source est très bien, mais ça ne suffira pas pour le diffuser dans la société de manière active. Donc il va falloir passer par une structure qui fabrique ces boîtiers et qui les diffuse. Donc j'ai besoin de conseils et de financement dans l'ordre. C'est-à-dire qu'avant d'avoir des sous, il faut savoir ce que j'en fais. Donc je ne sais pas quelle sera la structure qui sera après ce projet-là, et j'en suis à cette étape-là. Au niveau logiciel, j'ai développé sur Apple parce que c'est tout ce que je connais. Donc là c'est pareil, s'il y a des gens qui sont intéressés de participer à ce projet du côté Microsoft ou Android, passez me voir après, je partagerai avec vous tous les problèmes que j'ai pu rencontrer. Et au-delà de ça, je voudrais élargir ce projet auprès des éducateurs, des orthophonistes, psychologues, etc. Puisque ce projet peut intéresser toutes les personnes dépendantes. Ça peut être les petits-enfants, ça peut être les personnes âgées dans les EHPAD, ça peut être des personnes handicapées temporairement suite à l'accident. Enfin, il y a pas mal d'extensions qui pourraient être adaptées en faisant des applications derrière ce boîtier qui soient adaptées à la personne qui va l'utiliser. Donc c'est un projet tout jeune, je pense que je dois être le plus jeune d'ici. C'est un projet qui va me prendre encore pas mal de temps et je vous remercie d'avoir pris 5 minutes du vôtre pour en prendre connaissance. Donc c'était très clair pour moi. Comment tu arrives à pérenniser ce que tu vas développer là? Alors c'est le stade où j'en suis aujourd'hui. Donc j'ai rendez-vous la semaine prochaine chez un incubateur de société pour voir comment je peux vraiment pérenniser ce projet au-delà du projet open source pour pouvoir l'établir solidement et qu'il soit vraiment disponible pour d'autres personnes ou pour des instituts spécialisés ou des EHPAD, etc. Mais effectivement, c'est mon problème d'aujourd'hui. L'association est déjà créée aujourd'hui? Non, elle n'est pas encore créée, on en parle. Mais bon, voilà, là encore. Aujourd'hui, s'il y a 10 parents qui me demandent ce boîtier, il faut que je commande des cartes aux États-Unis, que je les soumets moi-même. Enfin, c'est pas viable encore. Donc, il faut travailler un petit peu plus sur l'aspect industrialisation et fabrication réelle de ce boîtier. Est-ce que les plateformes de crowdfunding ne permettraient pas d'avoir un premier niveau de alors si, mais il faut pouvoir proposer sur la plateforme quelque chose de cohérent. Donc il faudra qu'il explique ce projet-là, soit je crée une société si c'est viable, soit je m'associe à une société informatique et je fais mon débrouille pour l'électronique, soit je m'associe à une société électronique, je fournis le software. Je sais que je ne connais pas le modèle encore. Donc je ne pourrai aller sur une plateforme que quand je pourrai proposer quelque chose de cohérent et qui sera beaucoup plus avancé. Donc là j'en suis vraiment au stade de conseil suite aux expérimentations dans mon salon. Alors ce projet open source, c'est mon choix. Il y a une partie qui est open source, après l'autre, il y a une partie qui sera peut-être pas open source, je ne sais pas, mais il faut que cette idée soit diffusée parce que ça intéresse pas mal de gens. Et l'idée de le faire open source, donc le site est en français et en anglais sur Internet, c'est que si d'autres personnes font ça ailleurs, tant mieux. Je ne cherche pas à développer ma société parce que des personnes handicapées puissent en profiter. Donc je me dis que si quelqu'un le voit en Alsace, en Bretagne, en Angleterre, en Italie, il se dit tiens je vais faire la même chose, voilà.
il y aurait une communauté de développeurs peut-être de ça, alors c'est peut-être un peu utopique, mais je pense que cette idée, c'est un projet qui me tient à cœur, vous l'avez compris, j'ai pas envie qu'elle se gâche parce que je la garde pour moi. Merci beaucoup. Merci. Un dernier petit mot avant de vous laisser profiter du buffet. La prochaine date mardi 9, le 5 avril 2016. Donc vous pouvez dès à présent la noter dans vos agendas. Je vais demander aux candidats qui ont présenté de bien vouloir se regrouper à côté de l'estrade pour faire la photo. Et vous comptez à ne pas oublier de laisser les badges en repartant. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci.